je pense que je vais commencer avec du soft spoken et on va terminer par du chuchotement. Et donc on va lire les premiers chapitres de ce merveilleux livre fantastique. 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Mais avant, j'ai fait un post communauté pour vous demander vos prénoms, pour faire une vidéo vos prénoms. Donc allez voir ça. Et dites-moi votre prénom en commentaire du coup. Commentaire du post. Je commence à avoir faim là, j'avoue. Donc voilà, c'est un livre fantastique. Et on va commencer. Donc je commence avec du soft spoken. Voilà. C'est bon, c'est du soft spoken ça? Je baisse le son pour pas que ça soit... Ok. Donc 20 000 lieues sous les mers. Faites ça là. Chapitre 1. Un écueil fuyant. L'année 1866 fut marquée par un événement bizarre. Un phénomène inexpliqué et inexplicable que personne n'a sans doute oublié. Depuis quelque temps, plusieurs navires s'étaient rencontrés sur mer avec une chose énorme, un objet long, fusiforme, parfois phosphorescent, infiniment plus vaste et plus rapide qu'une baleine. À prendre la moyenne des observations faites à diverses reprises, en rejetant les évaluations timides qui assignaient à cet objet une longueur de 200 pieds, soit environ 32 cm, et en repoussant les opinions exagérées qui le disaient large d'1 mile et long de 3 mile. Non, c'est un mile. Donc ça fait 1 km 481. On pouvait affirmer cependant que cet être phénoménal dépassait de beaucoup toutes les dimensions admises jusqu'à ce jour par les ichthyologistes. Partie de la zoologie qui traite des poissons. Je vous lis. Alors du coup je monte le son. Je vais vous lire les petits astérisques. S'il existait toutefois. Or, il existait. Le fait en lui-même n'était plus niable. Et, avec ce penchant qui pousse au merveilleux, la cervelle humaine, on comprendra l'émotion produite dans le monde entier par cette surnaturelle apparition. Quant à la rejeter au rang des fables, il fallait y renoncer. En effet, le 20 juillet 1866, le steamer, bateau à vapeur, mot anglais. Du coup, je vous le fais en version française ou version anglaise. Governor Higginson de la Calcutta d'accord, en fait c'est son nom, ok. Burnack Steam Navigation Company avait rencontré cette masse mouvante à 5 miles dans l'est des côtes de l'Australie. 15 jours plus tard, l'Helvetia de la Compagnie nationale de Shannon, et pas ASMR Globe, du Royal Mail, marchant à contre-bord dans cette portion de l'Atlantique comprise entre les États-Unis et l'Europe, se signalèrent respectivement le monstre par 40°15 de latitude nord et 60°35 de longitude à l'ouest du méridien de Greenwich. Ces rapports arrivaient coup sur coup. De nouvelles observations faites à bord du
du transatlantique le périr, un abordage entre l'Etna de la ligne Eisenman et le Monstre, un procès-verbal dressé par les officiers de la frégate française, la Normandie, émurent profondément l'opinion publique. Dans les pays d'humeur légère, on plaisanta le phénomène, mais les pays graves et pratiques, l'Angleterre, l'Amérique, l'Allemagne, s'en préoccupèrent vivement. Partout, dans les grands centres, le monstre devint à la mode. On le chanta dans les cafés, on le bafoua dans les journaux, on le joua sur les théâtres. Les canards eurent là une belle occasion de pondre des œufs de toutes couleurs. On vit réapparaître dans les journaux, à court de copies, tous les êtres imaginables et gigantesques, depuis la baleine blanche, la terrible Moby Dick, des régions hyperboréennes jusqu'au kraken, poulpe géant légendaire, démesuré, dont les tentacules peuvent enlacer un bâtiment de 500 tonneaux et l'entraîner dans les abîmes de l'océan. On reproduisit même les procès-verbaux des temps anciens, les opinions d'Aristote et de Pline, qui admettaient l'existence de ces monstres. Aristote, Pline, naturaliste roman, auteur d'une histoire naturelle pour Pline. Puis les récits norvégiens de l'évêque Pontoppidan, les relations de Paul Hegde, et enfin les rapports de M. Harrington, dont la bonne foi ne peut être soupçonnée, quand il affirme avoir vu, étant à bord du Castillan, en 1857, cet énorme serpent qui n'avait jamais fréquenté jusqu'alors que les mers de l'ancien constitutionnel. Alors éclata l'interminable polémique des crédules et des incrédules dans les sociétés savantes et les journaux scientifiques. La question du monstre enflamma les esprits. Les journalistes qui font profession de science, en lutte avec ceux qui font profession d'esprit, versèrent des flots d'encre pendant cette mémorable campagne. Quelques-uns même, 2 ou 3 gouttes de sang. Car du serpent de mer, ils en vinrent aux personnalités les plus offensantes. Pendant les premiers mois de l'année 1867, de nouveaux faits furent portés à la connaissance du public. Il ne s'agit plus alors d'un problème scientifique à résoudre, mais bien d'un danger réel et sérieux à éviter. La question prit une toute autre face. Le monstre redevient-il eau, rocher, écueil, mais écueil fuyant, indéterminable, insaisissable. Le 5 mars 1867, le Moravien de la Montréal Ocean Company, se trouvant pendant la nuit par 27,30 de latitude et 72,15 de longitude, heurta de sa hanche, partie supérieure de la muraille qui avoisine le tableau. De tribord, un roc qu'aucune carte ne marquait dans ces parages. Sous l'effort combiné du vent et de ses 400 chevaux vapeur, il marchait à la vitesse de 13 nœuds, unité de vitesse correspondant à 1 mile par heure. Nul doute que sans la qualité supérieure de sa coque, le Moravien, ouvert au choc, ne se fût englouti avec les 237 passagers qu'il ramenait du Canada. Avait-il heurté une roche sous-marine ou quelque énorme épave de naufrage? On ne put le savoir. Mais, examen fait de sa carène dans les bassins de Radoub, il fut reconnu qu'une partie de la quille avait été brisée. Ce fait, extrêmement grave en lui-même, eût peut-être été oublié comme tant d'autres, si 3 semaines après, il ne se fût reproduit dans des conditions identiques. Seulement, grâce à la nationalité du navire victime de ce nouvel abordage, grâce à la réputation de la compagnie à laquelle ce navire appartenait, l'événement
eut un retentissement immense. Personne n'ignore le nom du célèbre armateur anglais Cunard. Cunard. Il est anglais. Depuis 26 ans, les navires Cunard ont traversé 2000 fois l'Atlantique. Et jamais un voyage n'a été manqué, jamais un retard n'a eu lieu, jamais ni une lettre, ni un homme, ni un bâtiment n'ont été perdus. Aussi, les passagers choisissaient-ils encore, malgré la concurrence puissante que lui faisait la France, la ligne Cunard de préférence à tout autre. Ainsi qu'il apparaît d'un relevé fait sur les documents officiels des dernières années. Ceci dit, personne ne s'étonnera du retentissement que provoqua l'accident, arrivé à l'un de ses plus beaux steamers. Le 13 avril 1867, la mer étant belle, la brise maniable, le Scotia se trouvait par 15,12 de longitude et 45,37 de latitude. À 4h17 du soir, pendant le lunch des passagers réunis dans le grand salon, un choc, peu sensible en somme, se produisit sur la coque du Scotia, par sa hanche et un peu en arrière de la roue du bâbord. Le Scotia n'avait pas heurté. Il avait été heurté, et plutôt par un instrument tranchant ou perforant que contondant. Le capitaine Anderson se rendit immédiatement dans la cale. Il reconnut que le 5e compartiment avait été envahi par la mer, et la rapidité de l'envahissement prouvait que la voie d'eau était considérable. Il fit stopper immédiatement, et l'un des matelots plongea pour reconnaître l'avarie. Quelques instants après, on constatait l'existence d'un trou large de 2 mètres dans la carène du steamer. Une telle voie d'eau ne pouvait être aveuglée, et le Scotia, ses roues à demi noyées, dut continuer ainsi son voyage. Il se trouvait alors à 300 miles du Cap Clear, et après 3 jours d'un retard qui inquiéta vivement Liverpool, il entra dans les bassins de la compagnie. Les ingénieurs procédèrent alors à la visite du Scotia, qui fut mis en cale sèche. Ils ne purent en croire leurs yeux. À 2,5 mètres au-dessous de la flottaison, s'ouvrait une déchirure régulière, en forme de triangle isocèle. La cassure de la tôle était d'une netteté parfaite, et elle n'eût pas été frappée plus sûrement à l'emporte-pièce. Il fallait donc que l'outil perforant qu'il avait produit fût d'une trempe peu commune. Et après avoir été lancé avec une force prodigieuse, ayant ainsi percé une tôle de 4 cm, il avait dû se retirer de lui-même par un mouvement rétrograde et vraiment inexplicable. Tel était ce dernier fait qui eut pour résultat de passionner à nouveau l'opinion publique. Depuis ce moment, en effet, les sinistres maritimes, qui n'avaient pas de cause déterminée, furent mis sur le compte du monstre. Ce fantastique animal endossa la responsabilité de tous ces naufrages, dont le nombre est malheureusement considérable. Grâce à lui, les communications entre les divers continents devenant de plus en plus dangereuses, le public demanda catégoriquement que les mers fussent enfin débarrassées à tout prix de ce formidable cétacé. C'est tout.